Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Antoine de Malherbe. Vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Et on va parler de tout ça ce matin sur RMC et BFM TV. Vous allez déjeuner avec Elon Musk aujourd'hui à Versailles. On va parler de Choose France, de tout cet argent qui va être déversé par les industries étrangères en France. Mais je voudrais d'abord qu'on parle des prix, parce que ça fait quand même un bout de temps que vous jouez le bras de fer avec un coup les industriels, un coup la grande distribution. Et voilà que le nouveau patron de la FNSEA, le syndicat agricole, vous demande de faire du name and shame. En gros, il dit, s'il y a des profiteurs de crise, eh bien que Bruno Le Maire le dise, qu'il donne les noms. Voilà ce que dit Arnaud Rousseau, le nouveau patron de la FNSEA. Est-ce que vous le ferez? Est-ce que vous donnerez les noms? Nous ferons la transparence sur le niveau de marge d'un certain nombre de multinationales industrielles. On le fera dans les prochains jours, pas tout de suite. Ce que je peux dire déjà, c'est que, les industriels de l'agroalimentaire ont récupéré en 2022 leur niveau de marge. Grâce à la renégociation que nous avons faite sur les prix, quand les prix de gros explosaient, ils ont demandé qu'on rouvre les négociations commerciales pour qu'ils puissent répercuter sur les prix de vente. Nous l'avons fait. Ils ont redressé leurs marges, tant mieux, mais il ne s'agirait pas maintenant que certains fassent des marges excessives. Aujourd'hui, vous avez des prix qui baissent, prix du blé qui baisse, prix du fret qui baisse. La seule chose que nous demandons aux grandes multinationales, notamment de l'agroalimentaire, c'est de répercuter ces baisses de prix de gros sur la facture du consommateur. C'est tout. C'est une question de justice. Et par ailleurs, je rejoins aussi totalement ce que dit Arnaud Rousseau. Il ne s'agit pas de faire payer les agriculteurs. J'ai entendu ces inquiétudes. Il me dit attention, les agriculteurs, il ne faut pas répercuter sur le prix du lait ou sur le prix du blé. Il a raison. Bruno Le Maire, vous me répondez, on le fera, mais on ne le fera pas tout de suite, on le fera dans quelques jours. Est-ce que ça n'aurait pas quelque chose à voir avec le fait que vous allez à Versailles tout à l'heure? Non, absolument pas. Ah non, rien du tout, parce que Mars, par exemple, je vais vous donner cet exemple. Mars qui est une des très grosses entreprises internationales, un des gros industriels, comme on dit. Eh bien, Mars sera là tout à l'heure, et Mars va investir 130 millions d'euros. Alors ça, je comprends bien que le ministre de l'économie, qui veut que l'industrie remonte en France, se réjouit de ces 130 millions. Sauf que Mars, de l'autre côté, est aussi responsable, par exemple, pour la nourriture pour chiens, d'une hausse de 49%, tout à fait injustifiée. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Aujourd'hui, vous n'allez pas dire Mars, c'est le gros méchant, parce que vous attendez les 130 millions. Et puis dans quelques jours, peut-être vous pourrez dire que Mars, c'est le gros méchant. Nous avons des discussions avec ces grandes multinationales, Mars et d'autres, depuis des semaines. Ils connaissent parfaitement ma position. Ils savent très bien que la seule chose qui m'importe, c'est de protéger le consommateur contre l'inflation. C'est tout. Pas une question de Choose France, ce sont des sujets qui sont séparés, c'est protéger les consommateurs contre l'inflation. C'est que les prix puissent baisser et qu'on puisse casser la spirale des prix alimentaires à l'automne prochain. Et on n'y arrivera que si nous décidons maintenant, parce que ça va mettre du temps avant qu'on arrive à casser cette spirale. Donc soit distributeurs, industriels, grandes multinationales de l'agroalimentaire, pouvoirs publics, se mettent tous ensemble, comme je le propose depuis plusieurs semaines maintenant, pour engager des négociations commerciales, faire baisser les prix, et nous verrons dans ce cas-là les prix baisser rapidement dans les semaines et les mois qui viennent, soit chacun veut garder ses marges pour lui, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce que je demande? Un effort aux grands industriels pour prendre sur leurs marges et répercuter sur les prix pour que le consommateur soit protégé. C'est tout. On va revenir sur ces prix et sur l'efficacité ou non de votre demande. Mais pardon, vous dites ce sont deux sujets séparés. Je ne vous jette pas la pierre. J'imagine bien que quand on est ministre de l'économie de la France, on a plusieurs impératifs qui parfois sont contradictoires. Parce qu'effectivement, une même entreprise, vous avez peut-être besoin qu'elle vienne investir en France et en même temps, vous aimeriez bien qu'elle baisse ses prix. C'est ce qui fait tout le charme de mon métier. Il faut trouver un équilibre. Je laisse aux extrêmes les positions simplistes. Quand vous parlez de prix, il faut trouver un bon équilibre entre l'agriculteur. J'étais 3 ans ministre de l'Agriculture. Je défendrai toujours le revenu des paysans français. La distribution, il faut bien que la distribution vive aussi. On y va tous, on y fait nos courses, il faut que la distribution puisse vivre. Et les industriels, quand on veut réindustrialiser, bien entendu qu'il faut que les industriels puissent dégager des profits et puissent vivre correctement. Je pose simplement cette question. Est-il juste, Pauline de Malherbe, que lorsque les prix de gros explosent, que les industriels demandent une renégociation pour répercuter à la hausse, on leur dise oui et tout le monde les suit, et lorsque les prix de gros baissent, et qu'on leur demande de venir rouvrir des négociations commerciales, ils répondent non. Ouais, vous dites on a été sympa. Est-ce que vous trouvez ça juste? On a accepté pour que vous puissiez répercuter les prix à la hausse. Je suis là pour défendre ce qu'on appelle l'ordre public économique, ce qu'on peut traduire de manière plus simple,
la justice. Mais j'imagine que je c'est veux de la complexe, Bruno justice Le Maire. pour le consommateur. Quand vous dites on va, il y a quand même 2 menaces que vous brandissez sur les industriels qui gonflent les prix. Point de Malherbe, ce ne sont pas des menaces, ce sont des décisions que je prendrai si elles sont nécessaires. Nommer les industriels qui ne jouent pas le jeu. Quand on dit nommer, c'est ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire c'est pointer du doigt, c'est dire non, voilà, ils jouent pas le jeu. C'est faire la transparence. Et ensuite c'est au consommateur de décider. Pour être tout à fait précis, je peux déjà vous dire que par exemple sur l'industrie agroalimentaire du lait, comme le prix du lait reste très élevé, aujourd'hui des entreprises comme Danone, comme Lactalis ne font pas des bénéfices considérables. C'est documenté, c'est transparent et je rendrai tout cela transparent. Je ne pointe pas du doigt, je fais la transparence. C'est le premier instrument. Bon, enfin, nous réfléchissons aussi. Vous dites les vertueux. Nous réfléchissons aussi à des dispositifs réglementaires pour qu'on oblige à cette réouverture des négociations commerciales. Si les industriels ne veulent pas rouvrir, nous regardons comment est-ce que, d'un point de vue légal et réglementaire, nous pouvons obliger à la réouverture de ces négociations commerciales. Ce n'est pas une question de menace, c'est une question d'efficacité. Moi, je ne suis pas là pour menacer qui que ce soit. En revanche, mon rôle, ma fonction, c'est de protéger le consommateur qui aujourd'hui a du mal à faire ses courses, voit que les prix explosent, c'est compliqué pour sa vie courante, c'est compliqué pour les familles qui ont des enfants, les familles nombreuses. Je suis là pour les protéger. Je joue mon rôle. Que vous en avez les moyens ? Je le prends très à cœur. Je le vois bien, c'est pas du tout de ça que je vous accuse. Mais l'État a les moyens, mais honnêtement, j'imagine assez mal qu'aujourd'hui à Versailles, quand vous allez croiser le patron de Mars, vous allez lui dire « Ah bah merci pour les 130 millions, mais par contre, si tu pouvais baisser les prix là sur tous tes produits Mars que tu as fait exploser, Mars Unilever », j'ai un peu du mal à que vous lui disiez ça. Entre gens qui sont suffisamment responsables pour comprendre la différence entre un investissement de long terme décidé par une entreprise qui est une grande multinationale, qui investit sur 10, 15 ou 20 ans en France, mais lui, il va vous et une décision conjoncturelle. Si même vous ne lui posiez pas la question. Conjoncturelle qui regarde les représentants nationaux de cette multinationale, nous arrivons à séparer les choses et je pense que c'est sage. La taxation sur des super profits de ces industriels, est-ce que c'est uniquement là une menace ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez effectivement mettre à exécution ? C'est toujours l'arme de dernier recours, c'est l'arme qu'on veut toujours éviter. Nous ne sommes pas là pour taxer plus les entreprises, mais en revanche, je le dis avec beaucoup de fermeté, tout ce qui est nécessaire pour protéger le consommateur, je le ferai. Vous les recevez mercredi matin. Vous aviez reçu mercredi dernier la grande distribution. Donc là, c'est les industriels de la transformation alimentaire. Vous leur donnez jusqu'à quand pour se remettre à la table des négociations ? C'est ça la deadline ? Oui, pourquoi ? Parce que ils ont 15 jours. Mon objectif n'est pas de faire de l'agitation médiatique. Mon objectif, c'est que dans les rayons, le consommateur voit les prix baisser. Et que si les décisions ne sont pas prises maintenant, le temps que ça se répercute dans les rayons, nous aurons manqué notre objectif qui est de casser la spirale inflationniste. Il y a la question de l'inflation, il y a la question des salaires, on va y revenir. Et entre les deux, il y a la question effectivement de l'investissement. Je le disais, c'est donc à Versailles que ça se passe aujourd'hui avec cette fameuse manifestation qui s'appelle Choose France. Choisissez la France. 13 milliards d'euros vont être investis en France ? 13 milliards d'euros, 8 000 emplois, c'est le plus important à mes yeux, et surtout la preuve que la stratégie industrielle que nous avons mise en place avec le président de la République, avec méthode, avec détermination et avec constance, depuis 2017, sans jamais varier, donne des résultats spectaculaires. C'est un des grands succès du quinquennat d'Emmanuel Macron et de ce nouveau quinquennat qui commence. La réindustrialisation est possible parce que nous avons une stratégie et que nous n'en avons jamais dévié. Cette stratégie, c'est quoi ? C'est d'abord une fiscalité attractive. Moi, j'adore les gens qui vous disent qu'il faut réindustrialiser, mais il faut augmenter la fiscalité sur le capital. Comme l'industrie demande beaucoup de capital, ça risque pas de donner de résultats. Nous avons baissé la fiscalité sur le capital avec beaucoup de critiques, mais c'est ces décisions fiscales qui nous permettent aujourd'hui d'attirer les investisseurs et notamment les industriels. Deuxième volet de cette stratégie, la relance du nucléaire. Parce qu'il n'y a pas d'industrie possible si vous n'avez pas d'électricité à bas coût. Vous savez qu'à chaque fois qu'un industriel décide d'investir en France, que c'est des négociations qui durent plusieurs mois, la première question qu'il me pose, c'est est-ce que vous me garantissez sur les 20 années qui viennent de l'énergie décarbonée à bas coût ? C'est l'élément décisif d'un investissement. Troisième levier que nous utilisons, une logique de filière. On ne s'éparpille plus. On arrête d'aller chercher absolument partout. C'est la logique des vallées, comme la vallée de la batterie dont on a parlé la semaine dernière. C'est la logique de filière, les batteries électriques, la santé, l'agroalimentaire, l'hydrogène vert. C'est ça désormais la France. Toutes ces filières très structurées qui vont nous permettre de passer de la France des années 60, la France industrielle pompidolienne, à la France du XXIe siècle, une France industrielle
et décarboner. Enfin, le dernier levier, c'est peut-être celui qui va demander le plus d'énergie, le plus de constance dans les années qui viennent. C'est la formation et la qualification. On a besoin de plus de techniciens de maintenance, de plus de chaudronniers, de plus de soudeurs, de plus d'ingénieurs femmes. Un des grands combats que je veux livrer, c'est qu'on ait plus de femmes ingénieurs, que les femmes aillent dans les métiers d'industrie, que les femmes se tournent vers cette industrie du XXIe siècle qui est créative, qui est dynamique, qui est porteuse d'emploi. Et on revient à notre premier sujet, porteur de pouvoir d'achat. Car un emploi dans l'industrie, c'est un emploi bien rémunéré. Elon Musk, vous déjeunez donc avec lui tout à l'heure. Il sera présent à Versailles. Vous en espérez quoi ? Il y a des négociations qui sont en cours. Il n'est pas là uniquement pour profiter de j'imagine, Versailles. Oui, il ne veut pas juste visiter, même si c'est magnifique. Il a des activités dans des domaines que chacun connaît. C'est l'industrie automobile, c'est d'autres industries. Donc je pense que c'est aussi un signal très fort d'avoir... Je le dis pour ceux qui nous écouteraient à la radio et qui n'auraient pas l'image. Vous avez un petit sourire en coin, vous espérez quelque chose. Vous avez quelque chose sur le feu avec Elon Musk. Tous les investissements qui sont faits aujourd'hui sont le fruit de mois, voire d'années de négociations. Des investissements à plusieurs milliards d'euros, c'est pas un patron qui passe, qui arrive à Versailles, qui dit c'est bien beau ici, j'investis 2 milliards. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des mois de travail, de négociations, de discussions derrière. On va revenir aussi sur les conséquences des négociations que vous avez aussi avec notamment la distribution, la question du trimestre anti-inflation, mais il y a aussi la question des salaires. Quand vous entendez une Sophie Binet de la CGT, qui d'ailleurs sera reçue cette semaine, il y aura enfin une rencontre avec Elisabeth Borne, ça ce sera aussi mercredi. Elle va lui demander de mettre en place des contreparties aux aides de l'État aux entreprises pour augmenter les salaires. S'il n'augmente pas les salaires, elle demandera à ce que l'État reprenne peut-être une partie des aides. Est-ce que ce ne serait pas assez juste finalement ? J'ai peur que ce ne soit pas efficace. Ce sont les entreprises qui déterminent les salaires. Elles ont augmenté les salaires en 2022 de l'ordre de 5%. Je souhaite qu'elles augmentent du même montant, à peu près 5% en 2023, pour protéger contre l'inflation. Je les invite une nouvelle fois, toutes celles qui peuvent, à augmenter la rémunération de leurs salariés. Je les invite à utiliser tous les instruments à leur disposition, intéressement, participation, primes défiscalisées. Et je pense que les syndicats sont plus efficaces quand ils parviennent à cet accord historique qu'ils ont conclu, qui va obliger, y compris les PME... Signé, oui, mais voilà, je pense que c'est plus efficace de rentrer dans une logique de négociation qui aboutit à un accord, qui est un accord historique signé par les partenaires sociaux, qui va obliger les PME, pas simplement les grandes entreprises, à offrir un des dispositifs de partage de la valeur, intéressement ou participation ou prime défiscalisée, à tous leurs salariés. Cet accord-là, la CGT ne l'a pas signé, mais il va bénéficier à des millions de salariés. Et il va augmenter le pouvoir d'achat de millions de salariés. Il va augmenter la rémunération de millions de salariés. Donc plutôt que des déclarations très péremptoires, je préfère des négociations qui aboutissent où chacun accepte le compromis. C'est le compromis qui donne des résultats. Sauf que le compromis, la demande, vous invitez, vous demandez. Pendant ce temps-là, on voit le patron d'Air France, par exemple, qui triple son salaire. Il n'a pas, en même temps, triplé le salaire des employés d'Air France. Et on demande et on obtient. Quand je regarde la prime défiscalisée, il y a 7 millions de salariés qui l'ont touchée pour un montant moyen de 730 €. Enfin, ce n'est pas des mots, c'est des chiffres que les gens voient en bas de leur feuille de paye. Que le patron d'Air France triple son salaire ? Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les salariés soient bien payés. C'est ça, le combat juste et nécessaire. Et je précise que les salariés d'Air France, ils ont reçu une hausse l'an dernier de 5%, à peu près la moyenne que vous donniez, et une prime de 1 000 €. Enfin, on est quand même loin du fait de faire x3. Oui, mais on a des salariés qui voient leur rémunération augmenter. Et face à la crise de l'inflation, l'augmentation des salaires, des rémunérations ou des dispositifs de partage de valeur, c'est ça la priorité. Face à l'inflation, il y a 2 solutions. En effet, soit augmenter les salaires, soit faire baisser les prix ou contenir l'inflation. Vous l'avez tenté avec le trimestre anti-inflation, mais on ne sait plus très bien si ça a été efficace ou pas. C'est-à-dire le gouvernement, par la voix d'Olivia Grégoire, qui est chargée de la consommation, dit que le trimestre anti-inflation a fait baisser les prix des produits de ce panier de 13%, alors que l'UFC Que Choisir dit ce matin que ça n'aurait baissé que de 0,3, 0,5, 1 à 1,5. Qui croire ? Il faut croire Olivia Grégoire. Et l'étude d'UFC Que Choisir est malhonnête. Elle est malhonnête parce que le trimestre anti-inflation, il commence le 15. J'aime pas qu'on trompe le consommateur. Elle a commencé le 15 mars, cette opération. Donc il faut comparer les prix avant le 15 mars et les prix
Après le 15 mars, vous êtes d'accord, je pense, avec cette analyse ça me paraît et cette en effet, méthodologie. vu comme ça, assez logique. Si vous prenez ces dates-là, les prix des produits qui sont dans ce trimestre anti-inflation ont effectivement baissé de 13% en moyenne. Certains un peu plus, certains un peu moins. UFC Que Choisir compare à partir du 23 mars, après le début de l'opération. Vous trouvez ça honnête? Donc vous voulez dire qu'ils n'ont commencé que après et ils ont vu Bien la sûr. baisse depuis, mais c'est-à-dire Voilà, ils n'ont pas donc, comparé avec effectivement, avant la mise en place du panier Quand on ne anti-inflation. prend pas les bonnes dates et qu'on ne prend pas le début de l'opération, mais le milieu de l'opération, on n'a pas les mêmes résultats. Mais je trouve que c'est une méthodologie, je le dis très simplement, qui est malhonnête, trompeuse du consommateur. Le trimestre anti-inflation a été un vrai succès. Il a permis de faire baisser les prix avant et après le 15 mars de 13% en moyenne sur des milliers de produits. Et je vous confirme que les distributeurs ont pris sur leur marge très largement pour financer ce trimestre anti-inflation. Donc quand c'est pas bien, je le dis, mais quand les acteurs économiques jouent le jeu, que les consommateurs envoient le résultat, je ne trouve pas honnête de prendre une mauvaise méthodologie. Je tiens à dire à quel point ce trimestre anti-inflation a donné les résultats attendus. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on souhaite sa prolongation au-delà du 15 juin. Sa prolongation, hein, ça devait s'arrêter le 15 juin. Vous avez annoncé que ça serait prolongé. Emmanuel Macron qui dit il faut, je cite, continuer de baisser les impôts pour les classes moyennes. Il va comment? Vous verrez. Pas tout vous dire ce matin, il faut garder, il faut garder un petit peu de surprise. Simplement, ce que rappelle le président de la République, c'est que quand on a une politique économique qui marche, qui donne des résultats sur la réindustrialisation du pays, sur le niveau de croissance, sur la rémunération, même s'il reste du travail à faire, il faut garder cette politique. Nous avons baissé les impôts de 52 milliards d'euros au cours du quinquennat passé. À moitié pour les entreprises, à moitié pour les ménages. Et chacun a bien vu la taxe d'habitation supprimée, la contribution à l'audiovisuel public supprimée, la baisse de l'impôt sur le revenu, notamment sur les catégories moyennes qui travaillent. Il faut poursuivre. Pourquoi? Mais quand il dit il faut continuer de baisser les impôts pour les classes moyennes, moi je voudrais savoir quelle baisse d'impôts. Il a mille fois raison. Tous les gens qui travaillent pour des salaires modestes et qui payent l'impôt sur le revenu disent c'est encore trop mes impôts. Donc, pour tous ceux qui travaillent, je pense qu'il faut continuer la baisse des impôts. Nous travaillons sur des propositions avec Gabriel Attal. Je ferai des propositions au président de la République dans les semaines qui viennent et il tranchera entre ces propositions. Non, mais est-ce que vous pouvez nous donner une piste? Vous me permettrez de garder pour le président de la République, même si j'aime beaucoup vos auditeurs, les propositions que je dois lui remettre. En tout cas, vous nous confirmez ce matin qu'il y aura des baisses qui seront des baisses significatives, qui ne seront pas des baisses anecdotiques. Il y aura une poursuite de la baisse des impôts, notamment pour ceux qui travaillent et qui ont les salaires les plus modestes. Vous parlez de ceux qui gagnent entre 1 500 et 2 500 euros par mois? C'est qu'a donné le président de la République, ça dépend aussi du nombre d'enfants, donc tout ça, on va l'affiner, mais ça prouve tout simplement que nous sommes très constants dans la politique économique que nous menons, soutenir les entreprises, améliorer l'offre française, baisser les impôts sur tous ceux qui travaillent. Tout ça est une politique à la fois juste et efficace. Bruno Le Maire, encore un mot sur l'épargne et sur l'emprunt. Sur l'épargne, vous aviez dit vouloir lancer un plan d'épargne vert pour les jeunes. Vous devez faire cette annonce cette semaine sur l'industrie verte. Est-ce que effectivement ça va voir le jour? Cette espèce de, je sais pas ce que c'est quoi? C'est un livret à vert? Ça verra le jour. Là aussi, pour une raison qui est simple, je le disais tout à l'heure, l'industrie demande beaucoup de capital. Donc il y a du capital public, il y a beaucoup d'investissements publics dans ces grands investissements annoncés aujourd'hui à Choose France, mais il faut aussi que l'épargne privée soit mobilisée pour cela. Et nous souhaitons que l'épargne des jeunes puisse être mobilisée pour cela. Donc nous créerons un plan d'épargne climat qui pourra être ouvert par les parents. C'est les parents qui décident dès la naissance de leur enfant. Quel est l'intérêt de ce plan d'épargne climat? C'est de l'épargne bloquée, de l'investissement de long terme. Donc avec une rémunération qui sera sans doute plus attractive que celle du livret A, avec un capital garanti et surtout des conditions fiscales exceptionnelles. 0 impôt, 0 cotisation sur ce plan d'épargne climat. Donc tous les parents qui veulent préparer un capital à leur enfant dans les meilleures conditions possibles, ils pourront mettre des sous. Et ça sera bloqué quoi, jusqu'aux 18 ans? Il sera bloqué jusqu'aux 18 ans, sauf évidemment événement exceptionnel. S'il y a un décès, une maladie ou un événement exceptionnel, ça pourrait être débloqué. Mais c'est de l'épargne bloquée pour leur enfant, avec des garanties de rémunération supérieures à celles du livret A. Et zéro impôt quand l'enfant le débloque. Enfin, quand l'enfant devenu majeur le débloque. 0 cotisation au moment du déblocage de ce plan, ce qui est un avantage fiscal exceptionnel et qui devrait inciter les parents à ouvrir, pour ceux qui le peuvent, ce type de plan d'épargne. Je précise, parce que c'est très important, que
l'affectation de ces fonds sera contrôlée par la Caisse des dépôts et consignations pour s'assurer que l'argent va bien. Que quand on dit que c'est vers vert, une PME, c'est vraiment vert. C'est vraiment vert, une PME qui fait des batteries électriques, qui fait de l'hydrogène vert ou d'autres financements qui sont Je strictement voudrais un tout et dernier mot sur rigoureusement le verts. logement, Bruno Le Maire. Tous les professionnels du secteur disent que c'est une catastrophe. Ils ont d'ailleurs écrit aujourd'hui en disant que c'est une alerte rouge au président de la République. Il y a un point notamment de macroéconomie, comme on dit, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'endetter à plus de 35%. C'est un taux fixe désormais, c'est un plafond qui bloque un certain nombre de personnes pour pouvoir emprunter, et ça a des conséquences sur le logement et sur la création d'immobilier. Est-ce qu'il faut permettre aux Français de s'endetter davantage? D'abord, oui, il faut traiter le sujet immobilier, ça bien entendu. Je vois les acteurs de l'immobilier. Avec le ministre du Logement, on va continuer ces discussions, essayer de voir quelles sont les meilleures solutions possibles. On a parfaitement conscience de la gravité de la situation sur le logement et nous apporterons des solutions. Les 35% de niveau d'endettement maximal ne bougeront pas. Parce que je ne veux pas régler la crise du logement en endettant massivement les Français et de manière déraisonnable. Ça créerait de l'instabilité et des risques financiers. C'est une mauvaise option. En revanche, il y a des possibilités de dérogation qui sont offertes aux banques, un fameux 20%, sur lesquels des souplesses peuvent être envisagées. Nous y travaillons avec le gouverneur de la Banque de France. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, merci d'avoir répondu à mes Merci questions. à Peine de Malherbe. 8h53 sur RMC BFM TV.